Merci Jean-François. On est de retour dans la zone Contour que j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézil-Lacasse de Lacasse et Associés. On va parler encore finance. Pierre-Paul, bonjour. Oui, bonjour. Hey Pierre-Paul, la semaine dernière, on avait commencé à parler de dossiers de faillite, d'influence, toutes sortes d'éléments, mais il y a un élément qu'on n'a pas pu toucher. C'est lorsqu'on se ramasse dans une situation où on est conjoint avec quelqu'un marié, soit civilement ou encore devant la religion. En fait, quelqu'un qui vit avec un conjoint depuis, disons, 2-3 ans, est-ce qu'il est marié automatiquement? Est-ce qu'il est considéré, selon la loi d'Aquet, comme étant marié? Non, on a vraiment des différences. Il y a vraiment des... La loi veut rendre ça de plus en plus similaire, mais il y a encore des différences marquées, notamment dans ma loi, la loi sur la faillite, sur les personnes mariées ou conjoints de fait, puis dans les différentes procédures qui peuvent être faites, que ce soit par rapport à des immeubles, la possibilité de forcer une vente d'immeubles, c'est différent quand on est marié de quand on ne l'est pas. Les assurances-vie, il y a des impacts différents quand notre bénéficiaire, c'est un conjoint marié ou pas marié. Fait qu'il y a quand même encore des différences. C'est porté à s'amenuiser avec le temps, hein, parce qu'il y a, vu qu'il y a de moins en moins de monde qui se marie, on veut protéger quand même des conjoints de fait. Donc, il y a de plus en plus d'éléments qui sont de plus en plus similaires, mais il y a encore des différences. Bon, puis là, encore une fois, dans cette situation-là, on pourrait parler de dossier de faillite, mais si on est marié officiellement, un dossier de faillite, est-ce que je suis pris avec mon conjoint en faisant un dossier de faillite ou que mon conjoint fait un dossier de faillite, est-ce que je suis pris avec moi? Non, effectivement, c'est ça. Il y a bien des gens qui pensent qu'on est pris ensemble. Il y en a même qui pensent qu'ils sont pris en tant que conjoint de fait, mais non, les dettes, c'est vraiment quelque chose qui est séparé entre les personnes. Fait que c'est pas parce que notre conjoint fait une faillite, notre mari fait une faillite, qu'on est automatiquement impacté. C'est sûr qu'il y a des divulgations de revenus familiales, il y a des impacts qu'il faut qui vont avoir, mais c'est pas les impacts financiers. Normalement, la personne est responsable de ses dettes, elle va payer ses dettes. Là où il arrive un problème, c'est s'il y a une séparation, puis que là, on rentre le patrimoine familial là-dedans, là, ça devient toute autre histoire, là. Mais mettons qu'on fait exception, on oublie la séparation pour l'instant, les gens sont en couple, puis un des deux a des difficultés financières. Ben, il n'y a pas d'impact direct par rapport à une faillite, une proposition de consommateur, un redressement financier. L'impact va arriver, par contre, c'est sûr que si la personne elle a des obligations financières et ça fait qu'elle n'est pas capable de payer sa juste part des dépenses familiales, ben là, oui, ça peut impacter par la bande le conjoint. Fait que, tu sais, je veux pas dire ici que il n'y a absolument aucun impact sur un conjoint quand le conjoint marié fait une faillite, par exemple. Il peut avoir des impacts, mais il faut les en discuter ensemble. C'est pour ça qu'avant de déposer un dossier, on va toujours faire un budget avec la personne, un revenu dépense, on va regarder les actifs, on va regarder les dettes et on va regarder aussi est-ce que quelqu'un d'autre, un parent, un ami, un conjoint a une responsabilité légale sur une des dettes parce que si quelqu'un, exemple, a fait un prêt dans une institution financière, mais que les deux ont signé, ben c'est sûr que si un des deux fait faillite, ben l'autre va être pris avec 100% de la dette. Et ça, encore là, c'est une notion de responsabilité que les gens se font mal expliquer quand ils font un prêt, ou ils sont pas attentifs, ou c'est trop complexe, puis ils portent pas attention, mais être responsable d'une dette de façon conjointe, là, c'est pas 50-50, hein, c'est 100% les deux. Donc, c'est une responsabilité qui est conjointe solidaire. Fait que c'est sûr que si on a signé, on peut être responsable. Si on a des paiements à faire, que notre nom est dessus, on est responsable. Si on a endossé, on peut être responsable. Si on a une hypothèque avec quelqu'un, on peut avoir des responsabilités, mais tout ça, c'est des choses qui doivent s'expliquer là à la pièce pour que ça soit clair. Et moi, ben, quand je rencontre quelqu'un qui a des difficultés financières, ben évidemment, je vais l'encourager fortement à ce que je rencontre en même temps son conjoint, les gens impactés, les cautions, pour être capable d'expliquer, dédramatiser, expliquer vraiment les rôles et les responsabilités de chacun, puis s'assurer que s'il y a de l'impact, ben, tout le monde est au courant. Oui, c'est important. Et une question qui me vient à l'idée, lorsqu'il y a divorce, ça passe devant le juge, devant la cour, le juge dit séparation des biens, madame garde les enfants et elle garde la maison également à ce moment-là. C'est une maison qui est sur un emprunt conjoint à ce moment-là. Il y a une séparation est officielle, est officialisée. Est-ce qu'automatiquement la banque se doit de transférer le prêt à madame ou à monsieur, dépendant qui garde les enfants ou garde la maison? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. La réponse simple, c'est non. Par contre, des fois, dans un jugement, comme tu viens de le décrire, il va y avoir une mention comme quoi, exemple, c'est madame qui garde la maison, souvent, il va y avoir un montant parce que
souvent ça a été payé à deux, donc il va avoir un montant qui va être remboursé au conjoint qui ne garde pas la maison pour la part qu'il perd. Et la personne qui a l'hypothèque à son nom, ben, si elle n'a pas la capacité de refinancer à son propre nom, même si dans le jugement c'est marqué, bon, ben, dorénavant, c'est madame qui va être responsable, puis madame se doit d'enlever le nom de monsieur, ben, si madame, elle n'est pas solvable au point d'être capable de prendre l'hypothèque à son nom au complet, puis que la banque soit d'accord, ben, monsieur va rester rattaché. Et c'est là que des fois, il va se créer des problèmes, là. On a un jugement qui dit quelque chose, mais là, la réalité ne correspond pas avec le jugement parce que la banque ne peut pas être forcée d'avoir moins de garantie tout d'un coup parce que quelqu'un se sépare, tu sais. Donc, on peut établir dans un jugement que quelqu'un doit racheter la part de la maison ou doit enlever le nom de l'autre, mais ça ne veut pas dire que c'est fait. Et ça, on voit ça beaucoup dans les dossiers commerciaux. Il y a une vente qui se fait là, d'un propriétaire à un autre. Et pour que la vente se fasse, ben, il doit y avoir un nouveau prêt qui est fait. Ben, des fois, il va y avoir des responsabilités d'engager de l'ancien propriétaire et ça se passe entre conjoints aussi. Fait que faut être vigilant. C'est pas parce que quelque chose est dans un jugement qui est écrit que automatiquement on se libère de tout. Donc, faut être certain de ce qu'on fait. Et pire que ça, dans un contexte comme ça, ben, des fois, il va y avoir des droits de créance entre les conjoints quand il y a une séparation. Et ce droit de créance-là, ben, ça peut rentrer d'une faillite et on peut s'en libérer. Fait que, dépendamment qu'est-ce qui est écrit, dépendamment de la nature de la dette, dépendamment de quand la séparation arrive, quand le divorce arrive, quand la faillite arrive, tout ça peut avoir des impacts différents et ça, il faut s'assurer de l'expliquer comme il faut. Et souvent, ben, de mon côté, moi, il faut que je parle aux avocats qui agissent en matrimonial parce qu'eux autres maîtrisent bien la partie du patrimoine familial, mais s'il y a un des deux qui devient insolvable, ça change toute la dynamique. Je comprends donc. Là, je vais pousser ce sujet-là un petit peu en arrière, parce que je veux à tout prix qu'on parle de l'inflation de 1,6 qu'on vient de voir passer. Premièrement, oui. C'est une inflation sur les 12 derniers mois, donc c'est une comparaison par rapport au même mois l'année dernière à 1,6. Mais il y a beaucoup de chiffres qui sont cachés là-dedans, n'est-ce pas? Oui, ben notamment les chiffres les plus importants. Tu sais, quand on regarde le budget d'un individu, là, les dépenses les plus importantes, c'est le logement, c'est la nourriture et c'est les frais de déplacement. Donc ça veut dire essence, paiement de voiture, assurance voiture, ces choses-là. Ben, quand on regarde les pourcentages dans le même 12 mois là, de ce que tu parles d'augmentation d'1,6 %, on voit que le logement et la nourriture ont augmenté à peu près de 20 %. Fait que c'est certain que les deux dépenses les plus coûteuses augmentent de 20 %. Ça impacte énormément les gens. Donc, c'est pas parce qu'on voit une inflation à 1,6 que nécessairement, tout le monde a beaucoup plus d'argent dans ses poches. Là. Ouais. Là, on parle des dépenses les plus coûteuses. 21 % pour le loyer qu'on disait avant d'ouvrir les microphones. Le loyer est un élément important. Et j'imagine, Pierre-Paul, qu'il y a beaucoup de gens qui vont te rencontrer puis qui te disent, moi, j'arrive plus. Là, 1500 $ de loyer, je fais un salaire de 30 000 $ par année. Puis, une fois les impôts payés, ces choses-là, je paye à peine mon loyer puis ma bouffe. Puis, encore là, j'arrive pas. Là. Puis, c'est la réalité de la vie, là. Ben, c'est malheureusement la réalité de la vie. Dans le fond, on devrait, là, tout ce qui est la partie logement, et dans le logement, on n'inclut pas juste le loyer, hein, on inclut, souvent je vais mettre là-dedans aussi le câble, l'Internet et les dépenses reliées au logement. Des fois même, je rentre le cellulaire là-dedans. Tout ça devrait rentrer dans 40 % du net de la personne. Fait que c'est certain que si le coût de notre loyer augmente, ce 40 % devient de plus en plus difficile à respecter. Et les gens qui ne sont pas capables carrément de le respecter, là, ils doivent empiéter, ils dépensent plus que le 40 %. Et ce que ça occasionne, là, les gens vont couper où? Ils vont couper dans les loisirs, vont couper dans les restos, vont couper dans des vêtements des enfants, vont couper, tu sais, exemple, on va les couper dans des choses qui sont pas nécessairement essentielles à la vie, mais qui sont quand même drôlement importants. Là. Même les loisirs pour la santé mentale, tu sais, c'est quand même important. Donc ça a beaucoup d'impact. Et oui, les gens dans mon bureau ont ces difficultés-là, ont de la difficulté à respecter le 40 % parce que leurs revenus ne sont pas à la hauteur de l'augmentation des loyers. Et ça, on va le voir beaucoup pour les gens qui vont déménager souvent. Et malheureusement, les gens qui sont insolvables, souvent, sont instables. Tu sais, il y a une corrélation entre la stabilité, tu sais, les gens mariés, avec des enfants, non séparés, qui déménagent pas souvent. Ces gens-là, souvent, ont une situation financière beaucoup plus enviable que les gens qui sont plus
plus nomades, plus bohèmes, qui vont déménager souvent, qui vont changer de lieu souvent. Ces gens-là ne peuvent pas profiter du fait qu'il y a des augmentations maximum sur un loyer. Là. Quand ça fait 15 ans qu'on habite en même place, présentement, les gens peuvent avoir des loyers qui sont très raisonnables. Par contre, si on déménage souvent, ben les propriétaires refont des rénovations, remettent le loyer au goût du jour, puis là, ils chargent le prix du marché. Et donc, on se retrouve avec des loyers très élevés présentement. Donc, les gens qui sont le plus impactés, c'est les gens qui ont le moins de stabilité dans leur vie, souvent moins de stabilité financière aussi, ça va ensemble. Donc, tout ça les impacte plus, donc impacte plus les gens qui ont des situations financières précaires. Oui, mais je vais ramener une parenthèse parce qu'on a fait beaucoup d'entrevues avec la QDR il y a quelques temps. Et ce qu'on disait, c'est que le loyer, on n'a pas le droit de l'augmenter tant que ça, même si on fait des grosses rénovations dedans. Ces rénovations-là sont réparties et on doit s'informer auprès des agences responsables de ce côté-là de combien on a le droit d'augmenter. Il y a des chartes prévues. Et j'ai l'impression qu'on contourne ces chartes-là très régulièrement sans le savoir et qu'on augmente des loyers. On parle d'augmentation de loyers qui peuvent aller jusqu'à 800 $ par mois dans certains cas. C'est énorme. Oui, parce que d'un côté, les propriétaires qui doivent des fois réinvestir beaucoup, tu sais, des fois ils ont des logements qui se font complètement saccagés, fait que des fois ils ont un paquet de dépenses à mettre dans leur logement. Mais même outre ça, juste l'augmentation du coût de la vie, juste l'augmentation des taux d'intérêt qui payent sur l'hypothèque, qui payent sur le bâtiment, fait qu'à un moment donné, ben ce coût-là, il faut que ça retourne vers les locataires. C'est juste logique que ça se fasse comme ça. Et oui, même s'il y a des augmentations qui sont, on va dire, maximisées, il y a différentes façons que les propriétaires peuvent faire pour contourner ça, parce que, puis en même temps, ben sinon, ils ont quand même le loisir de choisir qui va aller dans leur loyer. Hein. C'est sûr qu'il y a des règles particulières pour les gens qui sont dans des RPA et tout. Tu parlais de la QDA tantôt, là, donc il y a des règles différentes pour ces gens-là. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui reste dans un loyer, dans un immeuble de 4 logements, par exemple, c'est plus facile de s'ajuster au marché pour les propriétaires, mais le marché est quand même pas facile à suivre. Puis je vois de l'autre côté, hein, j'en ai des propriétaires d'immeubles présentement aussi dans mon bureau qui n'arrivent pas parce que justement, ils peuvent pas mettre le prix du loyer qu'ils devraient en fonction de l'hypothèque. Donc, tu sais, oui, il y a des locataires qui ont de la difficulté, il y a aussi des propriétaires qui ont de la difficulté. C'est vraiment un phénomène global, là. Ouais, c'est une roue qui tourne, ça, j'ai l'impression, effectivement. Puis peut-être qu'il y a de l'ajustement à faire des deux côtés. Oui, puis c'est pas facile de trouver le juste équilibre là-dedans. Puis il y a toujours des gens qui vont étirer l'élastique d'un côté comme de l'autre, que ce soit de briser un logement d'un côté ou que ce soit d'avoir des loyers plus chers que ce que ça devrait de l'autre côté. En même temps, le problème, c'est que c'est l'offre et la demande. Hein. Fait que si on est dans une région où les revenus sont très élevés, à cause des mines notamment, on se retrouve dans une situation où les gens sont prêts à payer plus cher. La moyenne des gens est prête à payer plus cher et donc les revenus augmentent parce que les gens peuvent aller travailler dans des endroits plus rémunérateurs, ce qui fait que les capacités de paiement augmentent, ce qui fait que les loyers augmentent. Donc c'est un service encore là qui est dirigé. Là. Effectivement. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a. Malheureusement, ça va trop vite. J'aimerais qu'on donne des coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous rejoindre à info à commercial-lacasse-syndic.com, peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous parler sur Facebook, sur LinkedIn, Lacasse et Associés. Génial. Pierre-Paul, la semaine prochaine, on va parler de dossier de crédit. On revient là-dessus. C'est un dossier très important. Et ça touche un tout petit peu ce dont on a parlé au cours des dernières 15 minutes. Oui, absolument. Merci beaucoup, Pierre-Paul. Merci, Denis.